Es-tu prête à apprendre à gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Allô Marie! Salut Vanessa! Allô Véro! On a Véro, Véronique Lamontagne, en fait, comme invitée spéciale. Fait on va commencer bien simple. Véro, t'es qui? Tu fais quoi? Moi, je le sais, mais pour les gens qui nous écoutent. Véronique, je suis ergothérapeute. Dans le fond, j'ai gradué là, en 2013, fait que ça va faire 8 ans là, que je pratique l'ergothérapie. Moi, j'arrive d'une formation collégiale où j'ai fait la technique en réadaptation physique, que maintenant on appelle technologue en physiothérapie. Là, ça a changé de nom cette année. Puis suite à ma formation, j'ai choisi d'aller à l'université au départ en ergo pour transférer en physio. C'était mon plan de match initial. Puis après la première année d'université, j'ai réalisé que ce que j'aimais de la physio, j'étais capable de le retrouver dans le domaine de l'ergo. Puis des choses que j'aimais un petit peu moins, justement, je m'en éloignais un petit peu aussi. Fait que j'ai choisi de rester dans cette branche-là. C'est ça fait depuis ce temps-là que je suis ergothérapeute. Je travaille dans une clinique privée à Sherbrooke qui s'appelle ISO Santé. Ça fait plusieurs années que je suis là. Moi, ma clientèle, en fait, c'est une clientèle en santé physique qu'on appelle, donc avec des diagnostics musculo-squelettiques principalement. C'est sûr que il peut y avoir des diagnostics connexes en santé mentale là, qui sont associés. Mais moi, ma clientèle, le diagnostic principal, c'est un enjeu de santé physique qui vont généralement engendrer un arrêt de travail. Là, donc, on va travailler sur la remise en forme pour le retour au travail. OK. C'est ça. Là, tu parles de musculo-squelettique, de travailler, la mise en forme. Un ergothérapeute, pour quelqu'un qui n'a aucune idée, c'est quoi? Ça mange quoi en hiver? Ça fait quoi? Ça, c'est la question que tout notre entourage nous pose à Noël, là, généralement. Parce qu'on a tous entendu le nom, puis comme l'expliquer vraiment en détail. J'en ai fait quand je me suis blessée à travail jadis, puis je suis pas tant capable de dire c'est quoi. Fait que... C'est quand même flou, ouais. Mais en fait, une raison aussi pourquoi c'est un peu difficile, je pense, pour les gens de cibler l'entièreté de l'ergothérapie, c'est que c'est vraiment un emploi qui nous permet de faire des travails différents là, dans le day-to-day. Là. En fait, à la base, l'ergothérapeute, notre rôle, c'est d'intervenir auprès d'une personne. Donc, que ce soit un enfant, un adulte, une personne âgée, et de l'aider à faire ses occupations qui sont significatives pour elle. Donc, dans le fond, ça peut être de marcher, ça peut être de jouer, d'écrire, mais ça peut être de travailler, de faire son lavage, de prendre sa douche. Dans le vieillissement pour une personne plus âgée aussi, là, d'être capable de se faire à manger, tout ça. Et tout ça dans son environnement qui est propre à lui. Donc, ça peut toucher à l'accessibilité d'un domicile, ça peut toucher à un environnement de travail. Donc, deux personnes qui ont une occupation semblable, mais peut être dans un environnement complètement différent. Donc, c'est vraiment personnalisé. Donc, on vient essayer de faire le lien entre la sphère de la personne, de son occupation, dans son environnement. Donc, en gros, c'est ça, l'explication large. T'sais, si on redécortique là, un petit peu plus spécifiquement, moi, dans le fond, je vais travailler avec une clientèle qui est adulte. Donc, ça fait des années là, que j'ai pas lu mes notes de pédiatrie. Donc, je serais pas nécessairement outillée demain matin pour intervenir auprès du développement d'un jeune enfant. Il faudrait que je me remette dedans. Donc, moi, ma clientèle, c'est une clientèle qui est adulte et c'est sûr que l'occupation qui est la principale ciblée, dans le fond, c'est le travail. Donc, on va partir de notre objectif final. En fait, ça va être d'aider pour un retour au travail, que ce soit le travail que la personne faisait avant de se blesser ou peut-être un nouveau travail si jamais il y a une incapacité à retourner à son ancien travail. Mais ça reste que avant d'être capable de retourner travailler, il faut être capable de s'habiller, de se faire à manger, de dormir. Donc, il y a comme quand même un survol à faire sur l'ensemble des occupations de la vie de tous les jours. Tout ça en lien quand même avec le retour au travail éventuellement. Okay. Ça, c'est ta spécialité. Excuse-moi, Marie. Non, vas-y. Fait que c'est ça. Ça, c'est ta spécialité,
le travail en soi, là. Le retour au travail des gens dans leur environnement, l'ergonomie en soi et tout, là, cette analyse-là. Oui, ben oui, l'ergonomie, ça fait partie d'un bout de mon travail. Je suis pas ergonome. Je sais que c'est quelque chose qui est quand même pendant qu'on est là, c'est quoi la différence entre ergothérapeute et ergonome? Oups, je perds mes écouteurs. En fait, un ergothérapeute, nous, notre mandat va être généralement autour d'une personne qui a des enjeux dans son milieu de travail, dans son milieu de vie et tout ça. Donc, on va avoir un regard qui est vraiment ciblé sur comment on peut aider cette personne-là à s'épanouir puis à accomplir les choses qu'elle a besoin de faire. Au niveau de l'ergonomie, c'est une formation qui est un peu différente. C'est sûr qu'il y a des bouts qui se recoupent, là. Il y a certaines zones qui sont grises, puis il y a des ergothérapeutes qui vont aller toucher à des zones d'ergonomie. Puis il y a des ergonomes qui vont quand même faire du one-on-one pour un client unique, là. Donc, il y a quand même une zone qui va se ressembler beaucoup. L'ergonome va être quand même un peu plus utilisé aussi pour quand il y a des plus grands chantiers, par exemple, là, je mets la construction d'un nouveau bureau, donc de s'assurer que l'ensemble de l'aire de travail va répondre aux critères généraux pour s'assurer que l'ensemble des travailleurs, que ce soit quelqu'un de 6 pieds ou quelqu'un de 4 pieds 8, va être capable de retrouver son compte puis d'être confortable puis d'éviter des blessures éventuellement, puis de venir personnaliser là, selon certains besoins. Donc, moi, mon rôle d'ergothérapeute va quand même se rapprocher de certains rôles d'ergonome. Il y a des ergothérapeutes qui sont loin de ça également, là. Donc, moi, j'ai une zone un peu plus grise avec les ergonomes. Mais dans mon équipe de travail, en fait, dans certains dossiers, on va travailler en collaboration. Je vais faire mon bout de chemin pour mon travailleur, puis je vais référer en ergonomie pour le reste, là, pour aller plus à large échelle quand il y a, par exemple, des modifications de machinerie dans des usines ou des choses comme ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis que c'est je vais faire le bout de chemin pour mon travailleur. En fait, c'est que c'est souvent les entreprises. En fait, comment part le processus de je suis un client, c'est pas de moi, Marie-Pierre Valois, je t'appelle, salut, j'ai mal, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, parce que souvent, on a l'impression que c'est relié à la thérapie manuelle, mais tu travailles pas directement en thérapie manuelle. Non, moi, je touche pas beaucoup mes clients, là. On va le vulgariser comme ça, l'aspect thérapie manuelle. Je laisse ça dans vos mains, entre autres. Yes. Mais dans le fond, il y a certains clients qui peuvent nous appeler, là. Je sais qu'on pourra en reparler peut-être tantôt, là, mais il y a comme une vague de télétravail, tout ça. Donc, il y a des gens qui vont nous appeler plus spécifiquement en disant, moi, j'ai des inconforts, j'ai une épicondylite, par exemple, et là, je travaille à la maison, je sais plus trop comment me positionner. Fait que ça l'arrive, mais c'est pas la majorité de notre clientèle. Souvent, nous, on a comme différentes portes d'entrée, là. On a une porte d'entrée qui est plus en prévention, donc un service offert plus aux entreprises. Il y a des entreprises qui vont nous contacter pour avoir des services justement de dire, j'ai plusieurs travailleurs qui se plaignent d'inconfort. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui vient documenter les tâches à faire, les cycles de travail, les positions qu'ils utilisent et tout ça, puis d'avoir des recommandations pour prévenir des blessures ou des aggravations de blessures. Ça, dans un monde idéal, là, ça serait ça qui est souvent mis de l'avant. La réalité, c'est que la plupart du temps, ça prend une blessure, ça prend un accident de travail pour qu'on ait une porte d'entrée pour aider la plus grosse majorité du temps. Donc, ça va être des clients qui vont arriver avec des assureurs là, comme la CSST, la CNESST maintenant, oui. La SAQ, donc qui ont eu un accident d'auto. Puis leurs incapacités physiques peuvent amener des enjeux sur leur travail. Ou des assureurs privés, donc des gens qui ont des problématiques de santé plus personnelles, qui n'est pas nécessairement lié à un accident du travail, mais que ça va avoir un impact sur leur capacité à faire leur tâche au travail. Donc, on va avoir plus ces portes d'entrée-là. Donc, on va faire souvent un bout de chemin en clinique, d'aider la personne à se reconditionner. Généralement, en ergo, là, nous, les clients arrivent plus rarement dans une phase en aigu. C'est pas nécessairement, mettons, je me penche, je fais un faux mouvement, j'ai mal dans le dos, je me suis embarré du dos, demain, je vais aller en ergothérapie. Ça, c'est plus rare, je dirais. Les gens vont plus... C'est pas le premier chemin qui se passe dans la tête de personne, parce que même quand ils ont mal, ils pensent souvent même pas à nous autres.
pense que ça va passer. Fait que là, Ouais, c'est aussi, ça. c'est Fait que là, il y a comme la phase 2 après, là, tu sais, qui arrive, là. C'est ça. Tu sais, généralement, il y a la première étape qui est plus le volet médical, donc pharmacologie ou traitement plus hands-on, comme on parlait tantôt, que ce soit en physio, en chiro, en masso, en acupuncture et tout ça. Là, il y a différentes approches ben, dépendamment des besoins des gens, mais aussi dépendamment de certaines croyances. Il y a des gens qui vont croire plus à une thérapie qu'à une autre. Puis ça, c'est bien correct. Donc, généralement, il y a un bout de chemin qui va être fait par rapport à ça. Nous, on est là quand, justement, il y a un risque de déconditionnement ou il y a des enjeux, justement, qu'on pense que ça va être plus long à récupérer. Donc, on veut remettre la personne en action graduellement, même si la condition n'est pas nécessairement encore sous contrôle puis très bien. Fait qu'on va être là pour accompagner la gestion de douleur, la gestion des limites, la réactivation progressive. Puis on va faire le bout de chemin aussi après, quand toutes les modalités plus à visée curative ou vraiment qui vont viser à guérir la personne vont s'arrêter tranquillement. Mais nous, on va quand même faire le bout de chemin après quand soit la personne garde des séquelles, dans le fond, fait, de dire comment on s'adapte à ces séquelles-là, puis comment on peut retourner sur le marché du travail, puis qu'on peut reprendre notre vie le plus normalement ou satisfaisant, de manière satisfaisante possible. C'est fou parce que tout est basé vraiment sur un principe d'autogestion aussi. Tu sais, comme c'est vraiment la quête de l'autonomie de l'humain en prenant conscience de qu'est-ce qu'il est capable de faire ici et maintenant. C'est toujours j'imagine, l'évaluation, c'est on évalue tu sais, dans le fond, tu évalues ton client versus la dernière fois que tu l'as vu. Pas un homme de 40 ans devrait lever tel poids pour telle affaire, puis ça n'a pas rapport. Puis je trouve important aussi, en début d'émission, tu as dit, tu parlais aussi d'aller sur les lieux de travail aussi, puis voir souvent, tu sais, comme être vraiment dans une phase d'évaluation, puis dire, c'est aussi de venir, de conscientiser aussi une clientèle de, si tu désires reprendre ton travail comme tu le connaissais, il va y avoir des choses que toi-même, en tant qu'humain, il va falloir que tu mettes en place, puis ça part justement des habitudes de vie, tu sais, comme si tu peux pas t'habiller toi-même, c'est sûr qu'on peut pas reforcer parce qu'on pense que les gens qui sont en arrêt de travail, c'est tous des paresseux puis qui veulent plus y retourner. Et moi, souvent, je vois le contraire en clinique. Les gens arrivent, ils font comme, non, mais il faut que j'y retourne. C'est comme, attends un peu, là, si tu y retournes maintenant, tu vas ressortir puis ça va être encore plus long. C'est comme, t'es pas capable d'amener ton sac d'épicerie de ton auto à la maison. Comment tu vas faire pour faire du spacing dans un magasin? Comment tu vas faire pour décharger des palettes dans un entrepôt, comment tu vas faire? C'est ça aussi, comme d'avoir cette prise de conscience-là. Puis souvent, c'est ça, on n'est pas porté à aller chercher un avis extérieur parce que ça va passer. Ça va bien aller pour pas le dire. Mais c'est ça, c'est vraiment tout ça. Puis ça arrive-tu? Dans le fond, je pense que ton expertise, tu travailles beaucoup avec la CNESST. Là, c'est beaucoup des gens en arrêt de travail et tout, puis d'aller rechercher ça. Y a-tu des moments où est-ce que tu te sens un peu comme entre l'arbre puis l'écorce avec tes clients versus les employeurs qui t'engagent, ou c'est toujours dans un no bullshit transparence de comme gars, c'est ça? Là, juste pour préciser, moi, c'est pas les employeurs qui m'engagent. Tu sais, la CNESST, techniquement, elle est elle se finance via les employeurs, mais c'est pas l'employeur directement. Mais l'employeur devient souvent un autre allié dans la démarche thérapeutique. En fait, comme le conseiller en réadaptation de la CNESST, comme le client lui-même, comme des fois la conjointe du client ou son entourage aussi. Tu sais, dans le fond, l'idée, c'est d'aller documenter c'est quoi les alliés thérapeutiques qu'on peut avoir. Moi, c'est sûr que je prône le fait la transparence dans la communication. C'est oui, l'agent payeur, la personne qui va payer mes honoraires, c'est la CNESST. Donc, inévitablement, j'ai des comptes à rendre à cette entité-là. Puis, j'ai un certain mandat, dans le sens où eux, ils vont me demander d'offrir des services dans une certaine direction. Si le client, lui, ses objectifs sont complètement dans une autre direction, j'ai un rôle de transparence avec mon client de dire, cette direction-là, moi, je ne peux pas la prendre pour différentes raisons.
Puis là, tu sais, un exemple concret en qui me vient en tête, c'est j'ai un client un peu comme tu disais, là, tu sais, trop motivé versus Je veux y retourner! Oui, tu sais, très, très, très impliqué, mais tu sais, il y avait un objectif de retour au travail qui forçait même beaucoup, mais il y avait aussi un objectif connexe de retour à son loisir qui était quand même quelque chose de très important pour lui. Loisir qui était de faire du rodéo dans un contexte d'enjeu cervical important. Je ne vois pas de quoi tu parles. Écoute, tu sais, mon Dieu. mais en même temps, il y a une part de mon rôle de thérapeute de valider, est-ce que c'est réaliste de refaire du rodéo? Puis, même si mon mandat il est envers le retour au travail, justement, j'ai eu un rôle d'enseignement de dire, on peut pas travailler le rodéo parce que ça va nuire à ta capacité de retourner au travail, ça va nuire à ton intégrité physique à court, moyen et long terme. Donc, j'ai eu une part d'enseignement à faire sur les limites que mon mandat m'imposait. Oui. Mais aussi une part d'enseignement à faire de manière générale, comme quoi, selon le dossier médical, il y avait peut-être aussi des enjeux par rapport à ce loisir-là, puis tout l'accompagnement qui va avec la gestion des émotions de tout ce processus-là, parce que c'est pas nécessairement quelque chose de facile. Donc, oui, je tente l'arbre et l'écorce, mais je pense que plus tu es transparent, puis plus tu es neutre dans tout ça, plus c'est facile pour tout le monde de comprendre qu'il y a des limites à quelque part. Parce que, tu sais, t'en parlais justement du... c'est comme de l'enjeu presque émotionnel, en fait, de ça, parce que si cette personne-là est privée de sa passion, tu sais, en fait, tout ce qui est principe de privation au niveau du cerveau, c'est un peu négatif, mettons. Fait que c'est sûr et certain que ça cause, puis être en douleur, je veux dire, tu sais, si vous avez déjà eu une douleur persistante, constante, que vous aviez besoin d'avoir un suivi thérapeutique, gérer sa douleur, c'est crissement de la merde. Puis ça fait mal. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste de ça fait mal, c'est que... C'est de l'énergie. Exact. Fait que, tu sais, si en plus, tu peux pas faire ce que t'aimes pour t'aider à surmonter ce moment-là, puis en même temps, c'est important en tant que thérapeute, notre rôle, c'est ça, de dire, écoute, moi, je peux pas te dire de pas faire ça. Mais je suis obligée de dire que si tu le fais, ça se pourrait que ça soit comme un peu du caca dans ton processus. Rendu là, c'est comme, qu'est-ce qui te procure du bonheur, tu sais, puis t'es prête à accepter quoi, mais t'es pas prête à assumer un retour au travail, tu sais, mais qui te permet, tu sais, puis il y a ça aussi, c'est ça aussi, des fois, on a des clients, nous, en clinique, t'as une limitation à faire tel mouvement quand ça te tente pas de le faire, soit dans un processus de travail ou dans une tâche, mais tu es capable de faire un geste qui est sensiblement le même dans tes loisirs. Tu sais, des joueurs de golf, mais qui ont de la misère à se torsionner le tronc de leur chaise. Tu sais, fait que c'est vraiment de penser mais est-ce que c'est juste parce que la tâche te tente pas ou c'est ton corps qui te met une réelle limitation? Puis c'est difficile de... C'est pour ça qu'on est comme dans la suggestion, puis dans l'enseignement, puis on... L'autonomie. Oui, c'est sûr que le principe d'autonomie, puis c'est ce que je trouve intéressant de l'ergothérapie, c'est ça, c'est comme, je peux t'accompagner, j'ai une certaine limite, je vais t'évaluer, je vais tout mettre des airbags partout pour que ça aille mieux, mais après ça, tout ce que tu fais dans le terrain de jeu, dans le milieu, je ne peux pas être toi. Puis je pense que c'est ça qui est comme hyper important aussi dans le travail en général, tu sais, peu importe le type de thérapie qu'on propose. Puis c'est quoi ton plus grand... Là, je t'ai jamais posé la question, même pas en pré-entrevue, fait que on the spot, c'est quoi ton plus grand succès thérapeutique? Tu sais, genre, tu rencontres un client, ça on le sait, là, confident... tu sais, t'es sous la confidence thérapeutique. Ouais. Tu ne peux pas, secret professionnel et tout, sans nommer de nom, d'âge, sexe, peu importe, mais une pathologie, quelqu'un qui est arrivé avec une problématique puis que, oh my God, voir l'ergo, ça l'a tellement sauvé. Oui, c'est difficile, c'est une bonne question. Je sais que t'es sauve toutes, mais c'est lequel le plus? Un cas marquant, là.
Ouais. Ben, mais en vrai, non, je les sauve pas toutes. Dans le sens où moi, je m'approprie pas beaucoup le mérite de la progression. Tu sais, j'ai des clients qu'on va mettre énormément d'efforts, puis qu'on va prendre beaucoup de temps, puis on va se creuser la tête pour trouver des façons de communiquer différemment et tout ça, puis que ça l'évoluera pas tant. Puis il y a des clients que j'ai l'impression que je fais pas grand-chose, puis que ça va super bien progresser. Donc, tu sais, il y a quand même une part qui appartient au client, qui appartient au timing de la thérapie aussi, tu sais, que si je l'avais rencontré 6 mois plus tôt, peut-être que ça n'aurait pas bien fonctionné, mais là, il était plus prédisposé à écouter, à essayer des choses et tout ça. Donc, je m'approprie pas énormément. Tu sais, je pense que je fais quand même une bonne job, là. Je suis capable de... J'ai quand même un bon sentiment d'estime de soi, là, ça va. Mais tu sais, dans mon domaine, je pense qu'on est beaucoup en accompagnement, puis il y a un très grand bout de chemin qui est par le client. On sert un peu de catalyseur, de déclencheur, des fois, dans certains processus. Tu sais, j'ai en tête, là, ben là, je suis en retrait préventif en train de faire un petit bébé dans ma bédaine. Oui, vous ne la voyez pas, mais Véro, elle a un bébé bedon. Ouais. Mais juste avant de quitter, j'ai eu un dossier qui était plus émotif, je dirais, là, que il y avait une composante physique qui était quand même significative, mais aussi son lot de charges au niveau émotif pour plusieurs raisons, des craintes liées à des chirurgies, pas trop savoir le processus médical, comment ça va se dérouler, des enjeux aussi liés au travail, des relations de travail qui étaient un peu crunchy et tout ça. Donc, le sentiment plus d'avoir été capable d'accompagner le client dans toutes ces étapes-là, d'avoir été en mesure d'être à l'écoute quand le client avait besoin de ventiler, mais d'être aussi capable de lui refléter des fois des perceptions un peu erronées que la personne, des fois, se construit, des choses comme ça. Puis finalement, c'est d'avoir vu, c'est un dossier que j'ai suivi pendant quand même plusieurs mois. Donc, peu importe la finalité, que le client retourne à son travail, que ça fonctionne pas. Moi, ça, c'est pas nécessairement un objectif accompli. C'est pas ça mon objectif final. Mon objectif final, c'est que le client soit bien dans le processus, puis que ça se fasse de manière sereine. Puis le remerciement du client, sachant qu'il y a eu plein d'embûches, puis ça, c'est plus là que je dirais que c'est ces dossiers-là que je sens comme des plus grandes victoires, là, quand que même si ça va pas super bien puis que ça implique plein de changements dans la vie de la personne, l'espèce de remerciement d'avoir été présente à ses côtés, de l'avoir accompagné dans tout ça, c'est là ma plus grosse paye, je pense. Mais c'est fou parce que, tu sais, t'as survolé quelque chose d'hyper important, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement, tu sais, on sait tous c'est quoi, tu sais, pour vrai, la majorité des gens savent tous ce qu'on devrait faire pour aller mieux. Mais tu l'as dit, c'est une question de timing, puis des fois, c'est des challenges, puis juste être face au changement, c'est déjà quelque chose de très challengeant pour plusieurs. Puis d'être dans cette adaptabilité-là, mais c'est aussi apprendre à se connaître, puis de qu'est-ce que je suis, tu sais, en fond, avoir des intentions de changement, mais comme qu'est-ce que je suis prête à changer, puis jusqu'à quel niveau aussi, tu sais, comme avoir un corps plus actif, ben c'est pas obligé de faire du CrossFit. Tu sais, il y a plusieurs façons d'être actif dans sa vie pour arriver à des résultats concrets pour un but à atteindre, peu importe que ce soit dans votre vie ou dans un suivi thérapeutique. Puis c'est important à mentionner, mais votre clinique, dans le fond, vous avez une psychologue sur place que les gens peuvent consulter. Puis souvent, j'imagine que les dossiers traversent. Là. C'est vraiment Oui, ben en fait, on est vraiment interdisciplinaire là, comme point de service. On a différents professionnels de la santé. C'est sûr qu'on n'a pas nécessairement tout le monde, là. Ça serait le fun. un village! N'hésitez pas à envoyer vos CV, hein, si jamais. mais on aime tous les thérapeutes. Ça fait quand même partie des valeurs, là. En étant engagé là, inévitablement, tu as un peu ça
comme fond de valeur professionnelle, mais de valoriser la force des autres professions, d'être capable de reconnaître sa propre limite aussi, puis de dire, ben, tu sais, moi, mon rôle à moi, il est plus dans cette sphère-là. Puis là, je vois que mon client, il aurait besoin de travailler sur une autre sphère un petit peu plus à côté, puis ça va l'aider à travailler sur ma sphère par la bande, d'être capable de référer puis tantôt, tu me demandais si j'étais un peu entre l'arbre et l'écorce. Ben, tu sais, des fois, ça va faire partie de mon rôle un peu de dire, ben, je vais ben, pas toujours me battre, c'est pas toujours très, très difficile de négocier, mais je vais être un peu la négociatrice pour rendre accessible certains services, de dire ben, pourquoi ce client-là, qui a une blessure physique, puis que techniquement, il n'y a pas de diagnostic en santé mentale, mais pourquoi je pense qu'un suivi en psychologie pourrait être pertinent, puis pourrait m'aider à faire avancer la condition physique. Pourquoi un service en nutrition pourrait être pertinent, pourquoi ça vaudrait la peine de rencontrer la neuropsychologue et tout ça. Donc, d'être capable de challenger un petit peu là, les assureurs pour leur faire justement explorer un petit peu l'interdisciplinarité. Puis ce qui est le fun, c'est que quand on est à l'interne, ben, avec le consentement du client, on peut facilement se parler entre thérapeutes, puis de faire avancer là, les choses là, le plus rapidement possible pour que le client en bénéficie le plus possible. Mais surtout dans des cas de retour au travail, en fait, il y a souvent des délais qui sont très longs. Souvent, les assureurs ne font pas le lien, en fait. J'avais parlé, moi, en tant que thérapeute, là, ce que je vois. Moi, j'ai pas d'ordre professionnel, je peux parler. L'association, mais... Ouais, mais c'est pas pareil. C'est crissement pas pareil, une association puis une ordre. En fait, je vois beaucoup de... Ce que je vois par rapport aux assureurs, c'est une espèce d'impatience. C'est sûr et certain que quand un de tes clients, ça fait 1 an qu'il est en arrêt de travail, les assureurs, ce qu'ils demandent, c'est comme, hey, là, il retourne-tu, là? Il retourne-tu? Mais souvent, ce n'est pas parce que c'est pas parce que le client se prend pas en charge, mais c'est vraiment comme une longueur de procédure entre les rendez-vous. Parce qu'il faut, tu sais, quand on dit réserver votre rendez-vous d'avance, mais écoute, si ta seule plage horaire dans la vie pour venir me voir, c'est le mardi soir à 6 heures, ben pense-y. Tu sais, c'est comme, on est dans un processus, puis rate-les pas, parce que c'est un rendez-vous avec toi-même que tu manques quand tu le fais pas. Puis... Oui, mais en tout cas, moi, personnellement, quand je me suis blessée, j'avais mal à l'interosseux entre les deux bras, entre les deux os du bras, en fait, là, le radius luna. J'avais mal là, mais tu le sais, Marie, c'est toi que je suis venue voir pour que ça guérisse, parce que je faisais de l'ergo, je faisais de la physio, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai vu des spécialistes, j'ai fait des IRM, j'en ai fait du stock, là, après 1 an et demi, revoir des médecins spécialistes qui me réévaluaient parce qu'ils me croyaient pas, puis que c'était pas censé pas guérir à 22 ans, puis blablabla. Mais CSST, t'as mal là, c'est là qu'ils traitent. Fait que moi, avec toi, tu le sais, c'est mon épaule, quand on traite mon épaule. Fait qu'il y a une partie de ça guérit-tu, mais si tu travailles pas à la bonne place, tu sais, puis je sais pas, Véro, toi, si tu te sens vraiment limité, mais moi, par expérience, mes thérapeutes, ils étaient comme, ben, je vais te le faire, mais j'ai pas nécessairement le droit, puis ils étaient un peu comme pognés là-dedans, dans le... ben, c'est peut-être pas ça ton problème, mais c'est ça que j'ai pas le choix de travailler. Fait que ça aussi, ça va jouer contre les assureurs aussi, parce qu'au final, moi, ça m'a pris quasiment 1 an et demi guérir, puis c'était pas avec la CSST, parce qu'ils visaient juste mon poignet. Ben, je pense que il me pop comme 2 idées en même temps, là. Je vais essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Mais il y a comme 2 choses. L'avantage de l'ergo, en fait, c'est qu'on n'est pas nécessairement centré sur la lésion spécifiquement, ce qui fait que même si le diagnostic est, par exemple, au niveau de l'interosseux, ben, nous, on va prendre la personne dans son ensemble, comment elle utilise son bras, c'est quoi les mouvements qui vont générer une augmentation de la symptomatologie, comment qu'on peut regarder à corriger les postures de travail. Donc, c'est plus facile d'y aller de manière globale puis de regarder un peu ailleurs. C'est quand même aussi notre rôle de dire, ben, je pense que si on traitait davantage la région cervicale ou la région, par exemple, de l'épaule et tout ça, ben, on serait capable de faire évoluer les choses. Fait que dans plusieurs dossiers, nous, c'est sûr que ce bout-là passait peut-être plus par la physiothérapie, qui sont justement un peu plus en thérapie manuelle et tout ça.
ou par la massothérapeute, mais de dire, ben, je vais aller travailler une zone un peu connexe. Le défi, c'est que ça nous prend l'autorisation de l'assureur. Puis l'ouverture face à ça n'est pas la même d'une personne à l'autre, donc d'un gestionnaire de dossier à l'autre, puis d'une compagnie d'assurance à l'autre. Ça, c'est comme un premier défi, mais que je pense qu'en ergo, on est dans une bonne position pour contourner ce défi-là. L'autre défi, je pense, lié à des mandataires là, comme des assureurs CNESST et tout ça, et des assureurs privés, ben, sont dépendants du système médical. Donc, pour ouvrir un dossier, ça va leur prendre un diagnostic médical. Donc, tu sais, si ça prend 2 mois réussir à avoir un médecin pour avoir la prescription, puis là, après ça, tu commences à tomber sur la liste d'attente des thérapeutes, ben, il y a inévitablement un délai qui n'est pas le même quand un client vient directement au privé, puis qu'on n'a pas nécessairement besoin de diagnostic et de toute cette procédure-là. Fait que, oui, il y a des clients là, que ça va prendre vraiment beaucoup de temps, plus parce qu'ils sont dans des démarches administratives ou il y en a certains là, qui voient ça comme un combat avec les assurances, de dire, il a fallu que je me batte pour prouver que j'avais un diagnostic qui expliquait mes douleurs et tout ça. Donc, il y a eu un long délai avant qu'ils soient pris en charge par le système. Mais généralement, un coup qu'ils sont rendus en ergo, on a aussi l'avantage que souvent, ça, c'est fait. Fait qu'on a les séquelles du délai de prise en charge qui peuvent être au niveau physique, là, dans le sens où ça peut avoir généré des enjeux physiques et tout ça, mais ça peut aussi avoir généré un manque de confiance du client envers son assureur, de l'anxiété. Ça peut avoir généré une certaine forme de détresse psychologique. Tu sais, quelqu'un qui a mal au dos depuis des années, puis que sa sexualité est plus la même, ça peut avoir un enjeu sur sa vie de couple, il est pas capable de prendre ses enfants, puis il a l'impression que personne ne le croit, bien, ça va générer aussi des enjeux. Fait qu'on a à dealer avec tout ça. Mais nous, on est quand même dans une position qui est plus favorable, je pense, là, par rapport à la prise en charge de manière générale, mais assurément qu'il y a plusieurs obstacles là, qui peuvent être présents. Il faut faire avec. Mais je trouve que c'est un super sujet, en fait. On va continuer ça la semaine prochaine, Véro, parce que j'aimerais vraiment que tu nous racontes tout ce qui est l'impact par rapport, tu sais, comme c'est vraiment une belle intro sur l'impact des douleurs sur le corps aussi, puis comment faire. Puis on a effleuré tantôt un peu le télétravail qui est devenu maintenant une réalité qu'on se croyait. Écoute, quand je travaillais en télévision, on disait tout le temps, il n'y a rien de plus temporaire, il y a rien de plus permanent qu'un temporaire. Ben, c'est direct ça c'est pas mal là-dessus qu'on s'en va. Fait que peut-être donner quelques trucs pour s'autogérer à la maison, un peu sans avoir à se ruiner là, puis tu sais, on vend pas toutes nos maisons. Là, fait que comment on peut faire pour des petits conseils là pour faire attention à tout ça. Merci de ta présence, Véro, cette semaine. On continue ça la semaine prochaine. Merci, Vanessa. Ben, merci à vous autres. À tout à l'heure. Merci. Ciao, ciao.